Merci. Et pour terminer, donc, nous allons accueillir le docteur Ronald Virag qui va nous parler de son expérience personnelle en recherche. Je remplace notre amie Carole. Merci. Alors, j'ai l'impression d'être un peu un dinosaure. D'abord, l'avenir n'est pas pour moi, mais la fondation de l'avenir, je la connais bien, puisque j'y ai déjà parlé et raconté une partie de cette histoire à l'occasion de la remise d'un prix il y a quelques années. Alors, l'idée que j'ai eue quand j'ai vu cette communication et que j'ai proposé à Hubert de vous parler de mon expérience, finalement, prend tout son sens avec le dernier exposé qui a été fait. C'est comment on peut associer un travail quotidien de médecin, de chirurgien en l'occurrence, médecin avec un grand M, et une recherche clinique. Alors, il y a deux questions préalables très rapidement. Qu'est-ce que c'est être patient? J'ai revu un petit peu les choses. Vouloir être traité au mieux de la connaissance médicale au moment où on le soigne. Donc, à chaque fois qu'on soigne un malade, on fait de la recherche pour améliorer la manière dont on soigne. À condition qu'il soit tenu informé, qu'il soit des résultats potentiels et des risques, bien sûr. Qu'est-ce que c'est être médecin? Alors, en 2024, je crois qu'Hubert l'a évoqué tout à l'heure, les chirurgiens, finalement, ne font que peu de recherche clinique, puisqu'ils donnaient le chiffre de 12 ou 13%. Donc, j'appartiens à ces 12 ou 13%. Pourquoi faire de la recherche clinique? Comment je suis devenu clinicien-chercheur, hein, puisque je disais dans la dernière ligne de cette diapo, soigner en cherchant et chercher en soignant. Je crois que c'est vraiment notre boulot quotidien. C'est la rencontre de Pierre Godot quand j'étais un vieil externe et qu'il était jeune médecin des hôpitaux qui m'a conduit à m'intéresser à chercher, à améliorer sans cesse ce que l'on faisait. Et c'est lui qui m'a guidé vers la chirurgie cardiaque à l'époque. Il m'a fait l'honneur, même alors que j'étais beaucoup plus jeune, de participer à son traité de médecine. Qu'est-ce que j'ai cherché, en fait, finalement? Je suis allé vers la chirurgie cardiaque et chez mon maître Charles Dubos, j'ai rencontré le syndrome de Leriche, dont vous voyez la caricature par Henri Matisse, le dessin par Henri Matisse. Et j'ai vu des patients qui étaient opérés du syndrome de Leriche, si vous vous souvenez de ce que c'est, le branchement d'un greffon dans l'aorte pour revasculariser les deux membres inférieurs. Et j'ai rencontré le sujet dont je vais vous parler, l'érection, chez ces malades qui nous disaient « Mais pourquoi est-ce que vous ne faites rien pour la jambe du milieu ?» Et c'est la première recherche que j'ai faite. J'ai fait une première prothèse à l'époque avec ce qui est marqué par la petite flèche jaune. J'ai rajouté une jambe au carrefour aortique habituel pour revasculariser l'artère hypogastrique. Et puis, malheureusement, j'ai dû quitter le labo de recherche parce que je n'avais plus de place à l'assistance publique, j'avais plus de place réservée, car Dubos est parti à la recherche et Alain Carpentier avait besoin de la place. Donc, je suis parti et je me suis installé en privé, j'ai fait de la recherche clinique et j'ai rencontré un jour un article dans la presse médicale où on parlait d'intervention chirurgicale pour l'érection. Et c'était un chirurgien tchèque à gauche qui opérait en anastomosant l'artère épigastrique qui était disséquée très haut vers l'ombilic,
qu'il rabattait et qu'il anastomosait directement dans les corps caverneux en disant ça va ramener du sang dans la verge et on va réparer les réactions. À cette époque, je rencontre le pionnier de la sexologie en France, qui était un urologue de nos collègues, Gérard Zwang, qui a bon pied, bon oeil encore, et qui m'a demandé de faire des échographies. À l'époque, il y avait le Doppler, il n'y avait pas d'échographie, et de faire des Dopplers des artères péniennes. Et j'ai découvert qu'à Montpellier, il y avait une équipe, fils radiologue et père chirurgien, qui avait pris l'intervention du monsieur tchèque et qui commençait à opérer. Et sans rien demander à personne, j'ai commencé, et vu la demande, j'ai commencé à opérer des malades de cette fameuse artère épigastrique. Et puis un beau jour, en faisant cette opération, donc vous voyez le schéma, l'artère épigastrique qui arrive dans le corps, caverneux, qui est anastomosé. Je termine l'intervention et bien sûr l'artère est vasoconstrictée, elle passe mal, donc j'injecte de la papavérine comme aurait fait n'importe quel chirurgien vasculaire. Et là, il se produit une érection qui dure et qui dure et qui dure. 2 heures, 3 heures. Je reste devant le malade et finalement, je clampe mon anastomose en me disant il y a trop de sang qui arrive dans la verge, mais l'érection reste. Question, pourquoi? Et le lendemain, comme je mal dormi après l'intervention, je me suis injecté la dite papavérine pour voir si c'était bien elle qui avait créé l'érection en question. En fait, ça a été le premier traitement et c'était la première possibilité d'obtenir facilement l'érection par un geste très simple, une petite piqûre. Donc, il y a eu 2 conséquences. On a pu étudier et traiter des malades, mais surtout, ça m'a fait réfléchir que l'intervention qui était proposée devait être repensée. Et à ce moment-là, avec mes malades qui réclamaient, j'ai créé une équipe pluridisciplinaire parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que le vaisseau, que le sang qui comptait pour avoir une érection. J'ai installé une vraie recherche clinique, proposé un schéma thérapeutique et tout ça a été entièrement autofinancé. C'est-à-dire que les patients nous aidaient par leurs honoraires à entretenir la recherche. J'ai conçu, et je vais aller très vite, un concept hémodynamique de la dysfonction érectile qui a fonctionné jusqu'à l'arrivée du Viagra. Grâce à l'érection artificielle au début, puis à l'injection de papavérine qui crée l'érection, on a pu définir des groupes de patients, artériels, veineux, et mixtes, artériels et veineux, qui permettaient de définir un traitement. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à cette époque-là, la seule thérapeutique pour un malade qui se plaignait de ne pas avoir d'érection, c'était le psychiatre. Point barre. Il n'y avait rien d'autre. Ou bien l'implant pénien, qui était une géniale intervention qui avait été proposée par un chirurgien américain, texan, qui est du nom de Scott. Mais on avait un schéma complet et on pouvait proposer aux patients déjà à l'époque un traitement qui a duré jusqu'à l'apparition du Viagra. L'apparition du Viagra dont j'ai été l'un des, non pas des auteurs, mais des expérimentateurs dans l'étude européenne et qui a eu 2 conséquences. Un, d'abord, d'avoir un traitement médical qui marchait dans certains cas, mais avoir un afflux de patients considérable. Mais aussi un effet négatif, l'arrêt des investigations diagnostiques et de toute recherche. Rôle négatif des médecins qui n'avaient qu'une prescription, la pilule, et on ne cherchait plus. Rôle positif des patients qui étaient en échec de ces traitements oraux et qui disaient « mais alors et moi, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et donc, on a été obligé de raffiner la recherche étiologique. J'ai créé un questionnaire
de 30 questions qui étaient données, et c'était le début peut-être d'une action de l'intelligence artificielle, on a été obligé on a étudié les artères, les veines, les nerfs, les hormones, les données psychoaffectives, le rôle des facteurs de risque cardiovasculaires, et cela uniquement à l'aide des patients que l'on voyait quotidiennement. Il y a eu 2 avancées majeures. La première, c'est le raffinement de l'étude de l'écho-Doppler avec la stimulation pharmacologique due à l'injection de produits vasoactifs dans la verge, qui a été standardisée par Hélène Sussman, qui est ici présente, et qui a complètement transformé les choses, car on pouvait avoir un diagnostic hémodynamique à moindre coût. Et puis, avec un radiologue vasculaire et coronaire, on a créé un examen radiologique particulier, c'est pas ça qui marche, qui cause... Pardon, je vais revenir en arrière. Ici, je n'ai pas le petit film là, non? Recule. On ne peut pas l'avoir? Donc, on a créé une investigation très particulière qui est le cavernoscanner, qui consiste à injecter un produit de contraste dans la verge et qui permet de visualiser grâce à grâce encore à la visualisation de l'image, un schéma de là. Voilà, vous avez ici, ça a été amélioré ensuite par Jean-François Hull, c'est une colorisation complète, ici le vagin, des veines et de l'ensemble du réseau veineux, qui nous a créé un concept qui est le concept de fuite cavernovasculaire, cavernoveineuse, qui atteint de nombreux patients et qui est un concept encore contesté, mais avec lequel on a des résultats formidables. Et puis, on a également provoqué de la recherche histologique, anatomopathologique, avec un groupe de Porto, et on a défini ce que vous voyez en vert. Vous voyez ici le pénis, une coupe du pénis et une lacune intracaverneuse, pardon, et une lignée verte que vous voyez, qui est l'endothélium. Et on a pu montrer que cet endothélium avait un rôle fondamental dans la survenue des troubles érectiles et qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses qui se passaient à ce moment-là. Donc, chemin faisant, et on a appris des patients, on a appris comment traiter les érections prolongées, puisque nos injections de médicaments dans la verge arrivaient à prolonger l'érection, arrivaient à même bloquer quelquefois l'érection. Donc, il a fallu trouver une antidote, et cet antidote a été recherché, et j'ai trouvé un vieux médicament qui s'appelle l'éthyléphrine, qui nous a permis par la suite, avec les gens de Mondor, de créer et de réaliser le traitement médicamenteux du priapisme ischémique, en particulier fréquent dans la drépanocytose, et qui permet d'éviter de très nombreuses interventions. On a rencontré des maladies en recherche de traitement. On a introduit la médecine régénérative avec la plasmathérapie, ce qu'on appelle maintenant le PRP, dans une maladie particulière qui déforme la verge, la maladie de la péronie. Et également, on traite maintenant certaines des dysfonctions érectiles par la médecine régénérative, par des injections directes, soit dans l'albuginé, comme vous le voyez ici, soit dans le tissu érectile sous-jacent. Donc, si on fait le bilan provisoire, j'espère encore provisoire, de ces 45 années passées à m'occuper des hommes qui ne bandent pas, et on a vu à peu près 25 à 30 000 patients. Ils ont tous donné
bien volontiers leur consentement. J'ai revu les choses. Il y a eu simplement 2 plaintes pendant toutes ces 45 années de carrière après des interventions chirurgicales, et on a dû à déplorer 2 suicides, alors que quand on fait des enquêtes sur nos patients, dans notre fameux questionnaire, eh bien 30% de ces patients trouvent que leur vie est invivable avec cette affection terrible qui est le manque d'érection. Donc on a 75 publications et on a eu l'honneur du Lancet il y a bien des années. Je l'ai reproduit par souvenir. Je vous ai listé ici, je ne vais pas faire les mesures, l'ensemble des interventions qu'on a créées ou qu'on a mis au point, soit sur le plan chirurgical, soit sur le plan pharmacologique. Dernièrement, on a apporté quelque chose de très important, c'est l'association des coronaropathies et des dysfonctions érectiles. Quand nous avons un patient qui consulte pour dysfonction érectile et qu'on lui fait une échographie Doppler et qu'on trouve une lésion des artères pudendales à l'échographie, et je vais vous poser la question, on trouve et on demande un coroscanner. Combien de fois on va trouver une atteinte coronaire? 90% des cas. Donc, on a un instrument préventif des accidents de la maladie coronaire. Et ça, c'est très important. On sait, par des études épidémiologiques bien faites aux États-Unis, que la dysfonction érectile survient en général 5 ans avant le premier accident cardiaque. Donc, si on peut le déceler avant la maladie et traiter les cas qui ont besoin d'être traités, eh bien, on a fait de la médecine préventive. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire qu'on a pu faire chemin faisant, tout en faisant une carrière de chirurgien et de médecin. Alors, j'ai peu de mérite, car je me suis intéressé à une pathologie abandonnée. Personne ne s'en occupait. Donc, simplement, il ne faut jamais déroger aux soucis du patient. Ils nous ont toujours suivis, car ils savaient qu'on les écoutait, qu'on discutait avec eux. C'est quand même formidable de voir des patients arriver et qui s'étonnent qu'on leur demande de se déshabiller. Ils n'ont jamais été examinés. Alors, c'est très beau l'intelligence artificielle, mais il faut lui donner à manger des faits exacts et des faits constatés. Or, je me rends compte qu'il n'y a plus d'examen. Il faut expliquer, bien sûr, avant de traiter, suivre, intégrer les proquets et surtout apprendre des patients. Et ça, c'est fondamental. Je crois que les patients nous ont appris beaucoup. Alors, les problèmes éthiques. J'ai un problème avec les evidence-based medicine en médecine, en recherche, en médecine pratique clinique. C'est extrêmement difficile parce que, en plus, dans notre pathologie, il y a un abandon thérapeutique ou un mélange de thérapies très fréquent. Le réglementaire, malheureusement, je me suis jamais résolu parce que c'était trop compliqué. Les crédits possibles pour traiter une maladie aussi désolante que l'absence d'érection, ben, ce n'est pas facile à obtenir. Et les laboratoires ne s'intéressent pas de façon directe à ce problème. Un aveu, ben, j'ai beaucoup transgressé. Et la question, c'est est-ce qu'on peut progresser sans transgresser? Je vous remercie. Oui. À chaque fois que j'entends Ronald, j'espère que vous partagez tous le sentiment d'admiration parce qu'il le mérite. Il a fait, comme il l'a dit, la pensée disruptive et il en est fier. Et en même temps, ce qu'il a guidé, c'est qu'il a découvert qu'on pouvait vraiment aider des patients dans une pathologie qui était un peu abandonnée et méconnue. Et je crois que c'est un grand chercheur, en fait.
et donc un chercheur clinicien, mais qui apporte énormément. Vous avez tous probablement reconnu que dans le Viagra, et c'est l'anagramme de Virag. Et donc probablement c'est un hommage, je ne sais pas s'il a été voulu, comment c'est arrivé, mais en tous les cas, ça veut dire qu'il a laissé sa marque. Et en même temps, moi aussi, ce qui me frappe, c'est son premier, son premier moment de découverte, quand il s'interroge, qu'est-ce que ça a foutu, cette papavérine, et je vais me l'injecter à moi-même. Et ça, c'est un geste pasteurien. Il a fait ce que Pasteur a fait pour tester le vaccin contre la rage. Il ne savait pas s'il avait véritablement mis au point son vaccin, mais il a pris le risque sur lui-même pour comprendre, essayer de mieux comprendre. Et ça, c'est... Ouais, exactement. Alors, donc tout ça, voilà, c'est une belle histoire. Et en même temps, on n'en est qu'au début. Il nous l'a dit. Il a mentionné. Je crois que c'est important de souligner l'apport d'Hélène Sussman, notre collègue, hein, membre de l'Académie de chirurgie, qui est médecin vasculaire et qui a aussi découvert le deuxième mécanisme entre l'absence de remplissage, mais ensuite c'est la fuite. Et la fuite veineuse, si le système de l'érection ne marche pas, c'est parce qu'elle est instable à cause d'une fuite anormale du sang qui arrive et qui, au lieu d'être retenue dans les corps caverneux, va partir et donc entraîner une érection insuffisante, en rigidité, etc. Et donc, avec une exploration échographique principalement, elle arrive à faire maintenant des Dopplers péniens suffisamment précis, utiles dans la clinique. Et ensemble, au niveau de l'université de la Sorbonne, nous avons, avec Ronald et Hélène, créé le premier diplôme universitaire sur les dysfonctions érectiles pour l'enseigner aux étudiants en médecine, en particulier aux médecins vasculaires. Et je crois qu'il y a un succès qui se confirme d'intérêt pour cet enseignement. On aborde la 5e ou la 6e année et je dois dire que il y a des centres qui s'ouvrent. Alors, il y en a un à Caen, il y en a complets, qui sont complets. Hier, on avait eu un garçon qui a fait le diplôme l'année dernière, qui ouvre un centre à Niamey, un chirurgien cardiovasculaire, qui est en train de faire un centre complet. Il y a au Maroc, au Sénégal. Donc, on te poursuit avec la francophonie. Voilà. C'est formidable. Alors, peut-être que certains veulent poser une question, faire un commentaire. Peut-être que Frédéric Vin, qui connaît bien la... bien. C'est moi qui ai embarqué le micro. Oui, donc je voulais juste compléter ce que vient de dire Albert Claude. J'ai eu la chance de connaître Ronald de Lesséné, 78 au Collège français de pathologie vasculaire où il a commencé à présenter tous ses travaux. Et j'avoue qu'il a eu le mérite, parce que c'est un des seuls en France, et même je n'ai pas vu beaucoup de littérature à ce sujet, à connaître déjà la physiologie de l'érection et la physiopathologie de l'érection avec toutes les pathologies. Néanmoins, ce que je constate, c'est que tous les travaux que tu as eu le mérite de faire et d'innover, si tu devais les faire aujourd'hui avec le consentement éclairé et le BAV, bénéfice alternative risque, je crois que ça serait peut-être un peu plus difficile. Mais en tout cas, félicitations et bravo pour avoir fait avancer sur ce sujet. Merci. Merci.